Aujourd'hui, jeudi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. L'événement a été marqué en Côte d'Ivoire au CHU de Cocody. L'accent est mis sur la sensibilisation. Les populations sont invitées à se faire dépister pour connaître leur statut sérologique. Ailleurs en France, le président François Hollande met fin au débat. Il vient de déclarer qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle d'avril prochain en France. On a voté aujourd'hui en Gambie. Les Gambiens étaient donc aux urnes ce matin pour choisir leur nouveau président. Le chef de l'État sortant, Yaya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, sera confronté pour la première fois à un véritable défi dans les urnes. Le président ivoirien Alassane Ouattara est attendu ce samedi à Agnibilokro pour inaugurer et livrer le pont sur le fleuve Comoé et la route à Bengourou, Agnibilokro. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal de RTI1 pour vous informer. Commençons tout de suite par ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 1er décembre 2016 à la signature d'un décret portant promotion du général de brigade Vagondo Diomondé, chef d'état-major particulier du président de la République, au grade de général de division. Je le disais à l'instant, ailleurs en France, le président François Hollande a mis fin au débat. Il a déclaré qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle d'avril prochain en France. Après avoir pendant près de 10 minutes fait l'état des lieux de la situation en France, il a décidé donc de ne pas briguer un second mandat. Je vous invite maintenant à écouter le chef de l'État français. Les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation, car je dois agir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Les Gambiens, eux, n'attendront pas 2017 pour connaître le nouveau président de la République. Ils se sont rendus aux urnes ce matin pour élire le président. Et le président sortant, Yaya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans et qui brigue un 5e mandat, est face à 2 adversaires. Il est confronté pour la première fois à un véritable défi dans les urnes. L'opposition forme un bloc autour de leur candidat, nous explique Sylvie Touré. Ceci n'est pas un plateau de jeu. Ces billes soigneusement rangées représentent les bulletins de vote qui ont servi ce jeudi dans les bureaux en Gambie. Chaque électeur s'est vu remettre une bille qu'il doit ensuite introduire dans l'urne. Les urnes, ce sont ces boîtes métalliques au nombre de 3. Elles représentent chacune l'un des 3 candidats et se distinguent par la couleur. Du sable est déversé dans le fond pour éviter le bruit de la chute des billes. Ce système de vote unique est une idée du département des travaux publics gambien. 880 000 électeurs étaient attendus aux urnes ce jeudi pour départager 3 candidats, dont le président sortant, Yaya Jammeh. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, ce sera le plus grand raz-de-marée de l'histoire de mes élections dans ce pays. Au pouvoir depuis 22 ans, Yaya Jammeh fait face pour la première fois à une opposition déterminée, rangée en ordre de bataille derrière un seul candidat, Adama Barrow. Le soutien est là, le pouvoir appartient au peuple. On ne peut pas le supprimer ni l'arrêter. C'est le peuple et le peuple est avec nous et c'est pour ça que nous sommes très puissants. Un 3e candidat issu du parti au pouvoir est également en lice, mais le peuple semble majoritairement partagé entre le candidat de la coalition et le président sortant. On veut un changement de gouvernement. Ça fait trop longtemps. 22 ans, ce n'est pas 22 jours. Nous avons été marginalisés, nous avons été persécutés, nous avons été torturés. Vous voyez, notre président, c'est un gars qui travaille dur. C'est un homme bien. Il aime tout le monde. Les premiers résultats sont attendus dans la nuit de jeudi à vendredi. On en arrive à ce qui concentre également l'actualité. Ce 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Des actions sont menées ici en Côte d'Ivoire pour combattre la pandémie. L'accent est donc mis sur la sensibilisation et les populations sont invitées à se faire dépister pour connaître leur statut sérologique. Et c'est le CHU de Cocody qui a abrité la cérémonie officielle. Voyons cela avec notre reporter Grace Kando. Anderson est âgé de 38 ans. Agent de sécurité dans les locaux du CHU de Cocody,
Il a décidé de faire son premier test de dépistage ce jeudi à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Tous les jours, on me parle de sida, mais je n'ai jamais fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir faire. Et Dieu merci, j'ai fait et c'est négatif. J'encourage mes amis à venir se faire dépister aussi. Comme Anderson, plusieurs personnes sont ici au CHU pour connaître leur statut sérologique. J'ai profité de la journée dédiée à la lutte contre le VIH-Sida pour refaire mon test de dépistage. Je l'avais déjà fait il y a 6 mois, donc j'ai profité de la journée pour faire à nouveau le test pour savoir quelle était ma sérologie. Et le résultat est négatif. Il est important de connaître sa sérologie. Ça permet de se donner soi-même une conduite de vie. Selon le programme national de santé de l'Université de Columbia en Côte d'Ivoire, l'on note une baisse de 3,7% du taux de prévalence en Côte d'Ivoire contre 4,7% en 2005. Avant, la stigmatisation, c'était un grand problème. Aujourd'hui, on est en train de sortir de cette stigmatisation. Dans tous les hameaux de la Côte d'Ivoire, on a accès au ARV et même au dépistage. Et on veut que plus de personnes se dépistent pour que plus vite on connaît le statut sérologique, plus vite la prise en charge est faite et plus vite la personne est bien portante. Pour un meilleur suivi des patients, plusieurs centres de prise en charge ont été créés sur le territoire national, dont 8 au CHU de Cocody. Le combat contre le sida est aussi mené dans la région de Gbeke. L'ONG Health Alliance Internationale a rassemblé le public au centre culturel Jacques Aka et au centre Solidarité Action Sociale pour des séances de sensibilisation. L'objectif, vous l'imaginez, est clair, faire reculer la pandémie. Kwado Kwame, Jean de Dieu, de RTI Boaki. L'ONG américaine Health Alliance Internationale commémore la 29e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida à Bouaké. Au menu de cette célébration, une conférence sur le thème « Agissons ensemble pour plus de prévention du VIH-Sida ». Pour Dr Aristide Billy, représentant pays de Health Alliance Internationale, le 1er décembre de chaque année est le moment de faire le point des actions en faveur de la lutte contre le sida dans le monde. Quant au professeur Aka Boussou, conférencier du jour, la prévention est la meilleure arme que l'humanité a pour lutter efficacement contre cette pandémie. Lorsque vous avez une prise en charge d'une maladie, il y a deux volets, le traitement et la prévention. Le traitement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de traitement curatif. Donc on est obligé de porter tous nos efforts sur la prévention. D'ici 2020, on doit avoir dépisté 90% de la population mondiale pour voir s'ils sont positifs ou pas. Parmi les dépistés, 90% doivent être mis sous traitement antirétroviral. Et parmi ceux qui sont mis sous traitement antirétroviral, 90% doivent avoir une charge virale indétectable. Selon l'ONU-SIDA, depuis fin 2015, il existe 35 millions de personnes infectées par le VIH-Sida dans le monde. Toutes ces actions de lutte contre le sida portent leurs fruits en Côte d'Ivoire. Le pays enregistre une baisse au niveau du taux de prévalence du VIH-Sida à 4,5% en 2015. Ce taux est passé à 3,7% cette année 2016. Et depuis 2008, le traitement antirétroviral est gratuit avec examen y compris. Voyons cela avec Astou Touré. Selon des chiffres récents, le taux de prévalence du VIH en Côte d'Ivoire a chuté. De 4,5% en 2005, les statistiques actuelles parlent de 3,7%. Sur 460 000 personnes vivant avec le VIH, on dénombre plus de 250 000 femmes et environ 20 000 enfants. La majorité des enfants est infectée durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou lorsqu'ils sont allaités par une mère elle-même séropositive. Face à cette situation, l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures conduisant à une baisse considérable du taux d'infection au niveau des femmes enceintes. Les enfants s'infectent à 90% par cette voie de transmission par enfant. Ce qui a permis de pouvoir dépister, renforcer le dépistage chez les femmes enceintes et de pouvoir, dans un premier temps, les mettre sous prophylaxie antirétrovirale qui permet donc de prévenir la transmission à l'enfant. Et ensuite, depuis fin 2015, début 2016, le traitement à vie pour les femmes, pour lesquelles nous avons à peu près 5 000 femmes qui sont sous traitement à vie, ce qui tout ça a permis de renforcer les activités de PTME, prévention de la transmission mère-enfant. La frange d'âge la plus touchée reste celle comprise entre 15 et 49 ans.
Les plus vulnérables demeurent les prostituées, les drogués, les homosexuels et principalement les adolescentes qui, elles, s'infectent jeunes. On s'est rendu compte que du fait que ces populations se cachent, une fois que l'infection à VIH pénètre dans ces populations, ça devient comme un foyer d'entretien. On a l'impression que les femmes s'infectent jeunes et les hommes s'infectent plus âgés. Quand vous prenez les jeunes, surtout les jeunes filles, avec la situation aujourd'hui, on prend communément un exemple, la tablette. Pour pouvoir acheter, les jeunes filles ont tendance à avoir des rapports sexuels avec des personnes âgées. Et comme les jeunes garçons, à cet âge-là, sont encore sur les bancs, ils n'ont pas l'argent. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec des jeunes, pour la majorité des cas. Et puis les garçons, ils attendent de grandir, parce que quand ils grandissent, qu'ils ont l'argent, ils veulent se marier. C'est avec les jeunes filles qui se sont infectées plus jeunes qu'ils vont se marier plus tard. Donc, ils s'infectent en ce moment. Selon les enquêtes de la démographie et de la santé, la prévalence du VIH est élevée en zone urbaine. Abidjan en tête avec 5,1%, le centre-nord avec 4,4%, le centre-est avec 4%. Le refus et la non-participation aux tests du VIH et le faible taux d'utilisation du préservatif restent les principales raisons. Des chiffres qui attestent bien qu'un changement de comportement s'impose. Ça fait bien longtemps qu'on parle de préservatif. On a même l'impression qu'on gave la population de préservatifs, mais la réalité est que le taux d'utilisation des préservatifs reste encore faible. Il y a certes la sensibilisation, mais ce qu'on demande surtout en termes de sensibilisation, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire la communication qui débouche effectivement sur un changement de comportement. Sinon, on reste dans l'information. C'est de privilégier la communication personne à personne. En Côte d'Ivoire, depuis 2008, le traitement antirétroviral est gratuit, tous les examens y compris. Sur 243 000 dépistés, 35 à 40% bénéficient de ce traitement. Des centaines de centres de santé existent sur toute l'étendue du territoire national pour la prise en charge médicale. Donc, toutes ces mesures ont été prises pour qu'un plus grand nombre puisse avoir accès. Et aujourd'hui, avec l'appui des partenaires et avec les efforts du gouvernement, de plus en plus d'investissements pour l'achat des médicaments et des intrants sont réalisés. Et donc, du coup, on peut dire que l'accès au traitement pour tout le monde en Côte d'Ivoire est très facilité. Pour la mise en œuvre de ces différents projets, le Programme national de lutte contre le VIH-Sida bénéficie de l'appui du Fonds mondial, du PEPFAR, de la coopération allemande et française et bien d'autres. Voilà la Côte d'Ivoire qui enregistre une baisse au niveau du taux de prévalence du VIH-Sida. 4,5% en 2005, ce taux est passé à 3,7% en cette année 2016. Les populations qui sont donc invitées à se faire dépister pour connaître leur statut sérologique, mais la campagne connaît des difficultés à cause de la stigmatisation. C'est le cas de certaines femmes déclarées séropositives. Elles ont été abandonnées par leur époux, leur famille, leur entourage, et ces femmes vivent dans le dénouement total, comme nous le témoigne Sita Soro. C'est ici que loge celle que nous allons appeler Eugénie. C'est depuis maintenant 5 ans que Eugénie vit dans ces conditions. Une petite chambre, sans lumière, sans aucune autre commodité. Pour cause, elle a été abandonnée par sa famille lorsque sa séropositivité a été déclarée. J'étais malade et puis je ne retrouvais pas la guérison. Donc, c'est là que je me suis fait dépister. Et vu qu'ils m'ont dit que j'étais infectée. Est-ce que vous avez annoncé la nouvelle à vos proches? Je ne savais pas où ils étaient et eux-mêmes ne savaient pas où j'étais. Donc c'est quand j'étais hospitalisée, j'étais gravement malade que j'étais hospitalisée. Et les médecins les ont appelés. Et puis ils sont venus à l'hôpital. Et puis de l'hôpital, ils sont disparus aussi, ils sont partis jusqu'à aujourd'hui. Des mains charitables, les mains d'une ONG, lui ont permis de loger dans cette petite maison qu'elle partage avec son petit-fils, qui lui n'est pas porteur du virus. Depuis lors, Eugénie vit dans la précarité totale. C'est de l'hôpital, on m'a montré à ONG parce qu'il n'y avait personne pour payer les médicaments. Donc c'est un médecin qui m'a montré ici. Et puis je suis venue. Dès que je suis venue, en même temps, ils ont payé mes médicaments. Je vivais à l'église. Ils ont payé mes médicaments et puis jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de payer mes médicaments. Je me suis sentie très mal. Et puis seule. La famille d'Eugénie est loin d'être la seule à avoir un regard stigmatisant sur ces femmes infectées par le VIH-Sida.
Sa situation met en lumière le calvaire, le quotidien de ces nombreuses femmes déclarées séropositives. Ces femmes vivant avec le VIH continuent de faire l'objet de stigmatisation et de discrimination au sein de leur communauté. Abandon de l'époux, de la famille et même de leurs enfants. Une fille que j'ai connue, et puis je découvre après, si elle me l'a caché, que je découvre qu'elle a le sida, poursuivre ma vie avec elle, je ne peux pas. Tu dis que la femme a sida, moi je ne peux pas rester à elle. Des regards qui, loin de contribuer au rétablissement physique et moral du patient, le conduisent lentement vers l'isolement, l'abandon, la perte de l'estime de soi, la dépression, à coup sûr, vers la mort. Vous imaginez l'état d'esprit des personnes qui, après un test, n'est-ce pas, sont déclarées positives. Et étant donné la perception que l'on a au niveau de notre société encore, de cette maladie, de ses causes, ainsi de suite, ce sont des personnes, j'allais dire en griffe, qui sont déprimées. Ce sont des personnes qui estiment qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Voilà, vous avez des personnes, dès qu'elles sont déclarées séropositives, la vie s'arrête. Pour elles et pour beaucoup, la vie n'a plus de sens. Le regard de la société sur les personnes vivant avec le VIH ne change pas malgré l'amélioration de leur état de santé grâce au traitement antirétroviral aujourd'hui. Des ONG telles que AVSI, qui hébergent Eugénie, sont parfois les seuls recours de ces femmes abandonnées. Nous, notre travail, justement, c'est d'éviter qu'on en arrive là. C'est de faire en sorte que, en dépit du rejet communautaire, du rejet de l'entourage familial, que ces personnes, par un travail sur elles-mêmes, puissent véritablement reprendre goût à la vie. Aujourd'hui, à bout de souffle, Eugénie se réfugie dans sa foi chrétienne où elle retrouve un tant soit peu le réconfort. Lorsque mes parents m'ont rejeté, si je n'avais pas mis ma confiance en Jésus, je n'allais pas être ici aujourd'hui. Parce que je crois en lui. J'avais une camarade, on s'est connus à l'église. Puis elle m'aidait. Donc je lui ai dit que si j'avais quelque chose, j'allais faire un petit truc. Donc elle m'a aidé, elle m'a donné 5 000 francs. Et c'est avec ça que je vends mes agneaux. Malgré la mobilisation et la sensibilisation, il est tragique de constater que la stigmatisation et la discrimination constituent toujours des problèmes majeurs. En Côte d'Ivoire, les femmes sont les plus infectées par le VIH-Sida. Elles sont au nombre de 260 000 sur les 460 000 malades que compte le pays, soit 56%. Non au rejet des personnes infectées par le VIH-Sida, reportage réalisé pour vous par Sita Soro. On passe maintenant à l'actualité politique en Côte d'Ivoire avec les élections législatives du 18 décembre prochain. On en parle maintenant et c'est dans Cap sur les législatives. La commission électorale indépendante vient d'avoir une séance de travail avec les candidats aux législatives de 2016. La CEI leur a présenté le mode opératoire du vote. Les spécimens des bulletins seront disponibles mercredi prochain. Herman Guivet pour le reportage. Prise de notes et regard fixe, les candidats aux législatives 2016 écoutent religieusement. En face, des responsables de la commission électorale indépendante. Le président de cette commission, Youssouf Bakayoko. Nous avons 6 268 113 électeurs, 10 460 lieux de vote et 19 897 bureaux de vote. Si je donne ces informations, c'est pour que les uns et les autres sachent que nous jouons vraiment à la transparence. Ce que nous vous demandons essentiellement, c'est de respecter le code de bonne conduite. Il est important que cette élection ait lieu avec le plus grand calme. Donc, il faut que nous ayons une élection apaisée. La commission électorale indépendante veut prévenir toute incompréhension liée au scrutin. Elle veut surtout instruire les candidats sur les procédures en vigueur en situation électorale. Si la répétition est pédagogique, la formation est essentielle. Les candidats sont appelés à respecter à la lettre
les règles établies par la CEI. Chaque candidat a droit à un seul représentant dans le bureau de vote. Il faut que nous notions bien qu'aucun électeur n'est autorisé à être accompagné dans l'isoloir, sauf s'il en fait la demande compte tenu d'un handicap particulier, par exemple les non-voyants. Le dépouillement des bulletins, le rôle des délégués, leurs droits et devoirs, ainsi que la signature du code de bonne conduite par les différents partis politiques et autres candidats indépendants sont passés en revue par les responsables de la commission électorale indépendante. Pour ce qui concerne la sécurisation du processus électoral pour les législatives, l'opération est baptisée Vision 255 pour faire corps avec le nombre de députés à l'Assemblée nationale. 30 000 soldats seront mobilisés à cet effet. 1145 candidatures ont été retenues à ce jour. Le 7 décembre 2016, affiches et spécimens de bureaux seront remis aux candidats. Il appartient désormais aux différents candidats d'instruire leurs différents quartiers généraux. Et si je vous demandais qu'est-ce qu'une session parlementaire, que me répondrez-vous? La question a été posée par nos reporters à des personnes dans la rue. Que signifie cet exercice? À quoi sert une séance parlementaire? Comment se déroulera-t-elle au cours de la nouvelle législature? Voyons les réponses avec Maïsako. Dans quelques semaines, une nouvelle législature verra le jour. Les 255 députés de l'Assemblée nationale se réuniront en session, une période durant laquelle ils se retrouveront pour délibérer. La session peut concerner un projet de loi ou tout simplement un fait d'actualité. Il en existe deux types. Il y a ce qu'on appelle la session ordinaire et la session extraordinaire. La session ordinaire, c'est le temps de travail. C'est le moment de travail des députés que nous appelons la session parlementaire qui court dans l'année. Il y a 2 sessions parlementaires. Donc la première s'ouvre à partir du mois du dernier mercredi d'avril, 3 mois. Donc en juin, il y a la clôture, nous allons en vacances et nous revenons en octobre. Il y a la dernière session qu'on appelle la session budgétaire. Et d'ailleurs, actuellement, nous sommes à la session budgétaire. Et c'est à partir de cette session que nous votons le budget de la Côte d'Ivoire, le budget de l'État. Les travaux en commission interviennent lorsque le président de l'Assemblée nationale se réunit avec son bureau, ayant reçu les différents tests émanant du gouvernement. Lorsque le test nous arrive sur la table du président de la commission, et il appelle tous les députés qui appartiennent à cette commission. Et les députés se réunissent pour plancher sur ces tests-là. Et les émissaires du gouvernement, les envoyés du président de la République, viennent à l'Assemblée devant la commission à qui on a attribué la loi, viennent pour débattre du projet de loi. Donc après avoir travaillé sur le fond et la forme, cette même commission, nous nous retrouvons un autre jour pour adopter le test. Et ce test maintenant va en plénière. Et c'est là maintenant tous les députés, l'ensemble des 255 députés vont se prononcer sur le test qui a été adopté en commission. Lorsque les députés sont en vacances parlementaires, nous sommes dans nos différentes circonscriptions et que l'État juge qu'il y a des lois qui ne peuvent pas attendre, donc il nous appelle pour que nous venions plancher sur ces différentes lois-là. Et c'est ce que nous appelons une session extraordinaire, c'est-à-dire que ce n'est pas prévu par les tests. La nouvelle législature connaît une innovation majeure, la tenue d'une session ordinaire unique annuelle, en lieu et place de 2 sessions ordinaires lors des législatures précédentes. Ce fait n'exclut pas la tenue de sessions extraordinaires convoquées par le président de l'Assemblée nationale sur un ordre du jour déterminé à la demande du président de la République ou à celle de la majorité absolue de ses membres. Constitution de la République de Côte d'Ivoire, article 94. Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire. La session de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Anciennement, dans l'année, on travaille 6 mois à l'Assemblée et 6 mois, nous travaillons sur le terrain. Mais maintenant, nous allons faire à l'hémicycle 9 mois. Ça va donner une certaine efficacité au travail que nous faisons. Parce qu'anciennement, quand on travaille 3 mois, on va sur le terrain. Il se trouve que très souvent, on est obligé de nous appeler en session extraordinaire. Et le travail que nous faisons est sous pression. En une session, on peut recevoir beaucoup de tests. Et donc, ça fait que dans une semaine, nous pouvons traiter au moins 10 tests, 5 tests en une semaine. Mais maintenant, lorsque la session est devenue 9 mois, nous avons le temps
peut-être une semaine pour faire un test. On a tout le temps d'être efficace, d'étudier le test de fond en comble. Plus d'efficacité pour la prochaine législature qui désigne la période qui court du début des travaux des députés après leur élection jusqu'à la fin de leur mandat. Elle dure 5 ans. Voilà, c'était Cap sur les législatives qui revient demain vendredi. Le ministre Bruno Kone-Nabanye revient d'une tournée dans le département de Kouto. Il est allé s'imprégner des difficultés que vivent les populations de cette région. Et le ministre a invité ces populations à l'union et à la cohésion, nous dit Abou Sanouko. 13 des 20 villages du département de Kouto sont visités par le ministre Bruno Nabanye-Kone. Au cours de cette tournée, il est allé s'imprégner des conditions de vie des populations de cette région. Partout où il est passé, Bruno Nabanye-Kone s'est entretenu avec les responsables et leaders d'opinion des différentes communautés pour parler de paix et de cohésion sociale au cours des prochaines échéances électorales. C'est un travail de rassemblement que nous sommes en train de faire. Chaque fois que des élections importantes ont eu lieu à Kouto, elles ont malheureusement divisé. Cela a été dit à plusieurs reprises. Toutes les élections ici ont été un facteur de division. Pour une fois, les populations de Kouto se sont mises d'accord. Occasion également pour le ministre Nabanye-Kone de témoigner sa reconnaissance aux populations pour leur soutien aux actions de développement qu'il initie dans la région. Plusieurs dons comprenant des groupes électrogènes et des chaises sont faits aux populations. La finale du tournoi des travailleurs du département de Kouto a mis fin à cette grande tournée. Le président de la République, Alassane Ouattara, arrive ce samedi à Agnibi-le-Cro pour inaugurer et livrer le pont sur le fleuve Pomoé et la route à Bengourou, Agnibi-le-Cro. Cette visite du chef de l'État s'inscrit dans le cadre des actions de développement. Avant son arrivée, faisons le constat de cette réhabilitation avec notre reporter sur place, Mamadou Kwasi. 2 heures, c'est le temps qu'il fallait mettre pour parcourir l'axe Agnibi-le-Cro à Bengourou en véhicule de type 4x4 il y a de cela 3 ans. Une situation favorisée par la dégradation de cette route internationale avec à la clé de nombreux accidents de la circulation et les pannes des véhicules. Aujourd'hui, les données ont changé. Seulement 30 minutes pour parcourir l'axe Agnibi-le-Cro à Bengourou, distant de seulement 56 km. La route a été complètement réhabilitée depuis le pont sur la Komoué jusqu'à Agnibi-le-Cro. Une promesse du président de la République, Alassane Ouattara. Avant la route, la voie était impraticable. Le camion ne peut pas rouler, ça fatigue le camion, le chauffeur aussi est tout le temps fatigué, il y a des pannes, des crevaisons, ça éclate les pneus. Aujourd'hui, on remercie Dieu, ça va. En tout cas, je trouve que la route est propre, que vraiment nous sommes heureux. Avant, quand on quitte Abidjan, on vient, on a tout de problèmes, on douce. Maintenant, même 2 heures du temps, 3 heures du temps, à Agnibi-le-Cro Abidjan, tu es arrivé au village. Il y a plus de poussière. Nous-mêmes, quand on vend sur la route ici, il n'y a plus de poussière. Mais avant, il y avait poussière. Quand on vend, la poussière rentre dans la sauce, dans le riz. Les clients se plaignent. Mais on va faire comment? Plus que la route, nous, on ne peut pas arranger. Mais cette réhabilitation, s'il est un avantage pour les automobilistes, elle constitue un véritable danger pour les populations. La voie est bien faite, on est content. Mais selon les voitures qui passent ici, ils ne nous respectent même pas. Souvent, c'est les massas là, quand ils passent là, pour chercher les clients là, et ils ralentissent un peu. Mais les personnels là, vraiment, quand ils passent à grand fait, sans baraque qui est ici là, on est foutu. Il y a des chauffeurs, ils font la vitesse. Si le passager demande, il faut aller doucement, c'est pas là entre les deux. Donc c'est ce qui est là aussi, vitesse rétro. Quand les voitures qui d'Abengou, ils viennent avec une vitesse à lui. Au nord d'Agnibi-le-Cro aussi, ils viennent avec une vitesse à lui. Juste parce que là, la descente, on ne voit pas ceux qui traversent. Donc c'est vrai que c'est ce problème qui se pose au niveau de ce village. D'importantes décisions ont été prises en vue de sensibiliser les automobilistes sur les dangers liés à la vitesse. Nous avons mené une campagne de sensibilisation avant même que la route ne finisse. Nous avons rencontré les transporteurs pour leur dire que cette voie-là, c'est pour les aider à améliorer leurs conditions de vie. Ce n'est pas pour les amener à la mort. Donc il faut vraiment diminuer la vitesse. Si la route précède le développement, cette nouvelle route internationale vient annoncer le développement de la région Indéné-Dioablé, un vœu cher à la population ainsi qu'au président de la République, Alassane Ouattara.
Et la Colombie est sur la route de la paix. Le Congrès colombien a ratifié par une très large majorité l'accord de paix avec la guérilla des FARC. C'est une page qui se tourne, la page d'un conflit armé de 52 ans qui a fait plus de 260 000 morts. La démobilisation et le désarmement de la guérilla marxiste va commencer dans 5 jours sous la supervision des Nations Unies. Dans cette nouvelle version de l'accord, les FARC ont moins de 5 mois pour remettre toutes leurs armes à l'ONU et se sont engagés à dresser un inventaire de leurs biens et actifs dans le cadre de la réparation aux victimes. Vive le roi, se sont exclamés aujourd'hui les Thaïlandais qui ont un nouveau souverain. Le prince Maha Vajir est enfin monté sur le trône. L'héritier âgé de 64 ans a accepté d'endosser le costume de souverain 1 mois et demi après le décès de son père. Au palais royal de Bangkok, le prince héritier a formellement accepté l'invitation donc à monter sur le trône formulée par le Parlement thaïlandais le 13 octobre dernier, quelques heures après le décès de son père. Il avait surpris tout le monde en demandant un délai avant de monter sur ce trône. Et tout bouge dans la capitale malgache. Les rencontres internationales se suivent. Cette fois, c'est le sport qui est à l'honneur. Antananarive accueille le championnat mondial de pétanque du 1er au 4 décembre. L'équipe nationale ivoirienne est arrivée dans la capitale malgache et elle se dit déterminée à se faire entendre dans l'océan Indien. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve encore demain sur la même chaîne et la même heure 20h.